Bonjour, je me présente Thomas Blosville, je suis journaliste. Je vais avoir un plaisir d'animer cet après-midi cette conférence à la Cité des sciences et de l'industrie sur le thème de l'énergie et du climat. C'est un événement qui est organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc la Cité des sciences et de l'industrie organise plusieurs conférences, dont celle sur l'énergie et le climat aujourd'hui. La prochaine sera le 25 juin sur le thème du spatial. Mais revenons pour l'instant à notre sujet du jour, l'énergie et le climat. Notre conférence s'intitule « Climat, quelle politique énergétique pour l'Union européenne ?» C'est un sujet qui résonne éminemment avec l'actualité et la crise en Russie et en Ukraine, nous y reviendrons. Mais avant cette crise, l'Europe s'était dotée d'un pacte vert et visait la neutralité carbone en 2050. Alors comment parvenir à décarboner ce mix énergétique? Comment chaque État veut s'y prendre? Comment on coordonne tout cela? Et surtout, comme je le disais, comment la guerre en Russie et en Ukraine peut bouleverser tout ce qui était prévu? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, en deux temps. D'abord, un zoom sur la France avec la présentation de deux exercices prospectifs, ceux de RTE, le réseau de transport d'électricité, et celui de l'association Négawatt. Et dans un deuxième temps, nous aurons une table ronde plus sur le niveau européen pour voir comment réussir à décarboner cette Europe. Pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, je vous invite à partir de 16h30 à nous poser des questions. Nous les reprendrons ici aussi dans la salle. Mais sans plus attendre, je vais demander à mon premier intervenant, Thomas Vérinck, de me rejoindre sur scène. Donc Thomas Vérinck, directeur exécutif en charge du pôle stratégie, prospective et évaluation de RTE, le réseau de transport d'électricité. Et vous allez nous présenter en une vingtaine de minutes l'exercice prospectif que vous avez réalisé chez RTE. Je vous laisse la parole. Merci. Merci, vous m'entendez tous? Ça a l'air bon. Bien. Alors, donc déjà, merci et remerciements à la Cité des Sciences pour organiser cet événement sur un sujet aussi important, aussi central, aussi actuel, hein, avec la guerre en Ukraine et les conséquences énergétiques. Je vais effectivement vous parler des futurs énergétiques 2050, la grande étude que RTE a menée au cours des 2 dernières années, qui a été assez largement commentée. Et je vous préviens d'emblée que j'ai bien peur de ne pas avoir de choses particulièrement simples à dire. Donc je vais me concentrer sur le début des futurs énergétiques, sur la description des scénarios. L'énergie, c'est un sujet qui est parfois propice à la caricature. Je vais essayer de ne pas du tout entrer là-dedans, puisque l'exercice qu'on a mené vise justement à montrer les nuances et des stratégies énergétiques cohérentes. En tout cas, je vais m'attacher à ça. Alors, on n'est pas du tout sur le début de ma présentation, donc c'est un petit peu... Alors nous sommes slide 41 dans cette présentation. Je vais essayer de nous ramener progressivement au slide numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vous parler. Sans slide, en théorie, j'en ai pas trop besoin. Et puis, si... voilà. C'est mieux comme ça. Alors, cette étude s'est déroulée sur 2 ans. 2 ans en matière énergétique, c'est une éternité. C'est-à-dire que nous avons commencé en 2019, avant la crise sanitaire, avant la crise énergétique. Ça a son importance, puisque au cours des 2 années de concertation, il y a un certain nombre de thèmes qui se sont manifestés, qui ont progressé dans l'actualité. Donc 2020, crise sanitaire, réflexion sur la réindustrialisation, la relocalisation d'un certain nombre d'activités, la résilience des chaînes d'approvisionnement. 2021, second semestre, crise énergétique. Là encore, un certain nombre de questions étaient vraiment à la fin du travail. C'est important d'avoir en tête ces questions temporelles lorsqu'on réfléchit. Alors, en quoi consiste cette étude? RTE mène un travail de prospective dans le cadre de ses missions légales. Le Code de l'énergie nous donne la mission de réaliser un certain nombre de scénarios pour éclairer le décideur. Ce travail visait pour la première fois à disposer de scénarios à l'horizon 2050, à l'horizon de la neutralité carbone, alors que jusqu'à présent, on avait essentiellement exploré la période 2020-2035, les 15 prochaines années. Et donc, effectivement, quand on se projette sur la neutralité carbone, on n'a pas exactement les mêmes enjeux. Point important à avoir en tête,
nous avons jalonné ce travail et début de l'année 2021, nous avons publié conjointement avec l'Agence internationale de l'énergie un rapport spécifique sur la faisabilité technique de scénarios à haute part en énergie renouvelable. Bon, on pourrait dire de scénarios tendant vers 100% d'énergie renouvelable. Pourquoi ce travail? Parce que la question de la faisabilité de ces scénarios avait fait couler beaucoup d'encre et qu'il y avait nécessité de travailler avec un prisme français et un prisme international à essayer d'établir les conditions qui permettaient de réaliser ce type de scénario. Et je pense que c'était utile dans le cadre de ce travail de commencer par cela. Ensuite, nous sommes passés dans une phase de consultation publique. À l'issue de la consultation publique, nous avons figé les scénarios. Ensuite, nous avons publié le 25 octobre dernier nos principaux résultats, avant de publier un certain nombre de compléments en février, ce qui permet d'avoir aujourd'hui une étude qui est complète. Alors, au-delà du travail technique qui est très lourd en matière de simulation, cette étude a rassemblé un dispositif de concertation inédit par son ampleur pour faire un travail de prospective, avec beaucoup de réunions plénières, beaucoup d'organisations représentées, beaucoup de réunions techniques. Alors, pour nous, c'est un travail qui est assez lourd, puisque ça nécessite que toutes les hypothèses soient tracées et que nous répondions à chacune des personnes qui nous adressent des commentaires. C'est utile. C'est utile pas seulement institutionnellement. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait plus faire un travail de cette nature, de prospective publique, sans concertation, mais cela permet de mettre en débat un certain nombre d'hypothèses, d'obtenir, le cas échéant, pas systématiquement possible, mais ça peut l'être parfois, des consensus de méthode. Ça permet d'avoir une vision multilatérale des sujets, et en ce sens, c'est absolument sans regret de procéder à une concertation. Donc nous avons écrit 1500 pages de documents de cadrage, et nous avons organisé une consultation publique. Alors il faut savoir qu'en général, lorsque nous organisions des consultations publiques sur ce type de documents, on avait des réponses de la part des organisations dont c'est le métier finalement de s'investir dans ces problématiques. Les énergéticiens, les ONG, les organisations syndicales, des académiques, des associations professionnelles de différents secteurs, de l'industrie, du bâtiment, des représentants de consommateurs, consommateurs industriels, consommateurs résidentiels et particuliers. Donc on a une vaste constellation d'organisations qui travaillent sur ces sujets, qui n'ont pas toutes le même avis, mais bon, qui travaillent dessus. Quand on en a 4000, ça veut dire qu'en fait, on dépasse le cercle des experts et qu'on a atteint des collectifs citoyens, des personnes qui ont écrit et se sont prononcées en propre. Et donc, d'ailleurs, on pourrait y revenir peut-être avec Thierry dans la partie sur les questions. En général, les positions des citoyens sont souvent plus tranchées que les positions qu'on a dans la consultation publique. J'y reviendrai sur les deux principales options que nous avons identifiées. Le document consiste en un résumé qui fait une cinquantaine de pages et un rapport qui est assez volumineux. Alors, je ne vais pas chercher dans la présentation à décrire l'ensemble des résultats techniques qui ont été apportés, simplement pour dire que tout est public, tout est sur notre site institutionnel et que, de toute façon, ce travail donne lui-même lieu en général à un certain nombre de compléments que l'on fixe en concertation. Et donc, aujourd'hui, la question centrale qu'on est en train de regarder, c'est la mise en œuvre de ce type de scénario dans un environnement géopolitique contrarié comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'univers de l'étude, le point le plus important par rapport à notre objectif et à la question centrale de la politique énergétique pour l'Union européenne et de la feuille de route. Nous sommes partis de la stratégie nationale bas carbone française et donc de l'objectif de sortir des énergies fossiles. Ce qui conduit à avoir cette équation à résoudre. Aujourd'hui, nous consommons en France 1600 TWh d'énergie. L'électricité, c'est environ le quart de ce que nous consommons. 60% de nos consommations, ce sont des énergies fossiles. Ça signifie deux choses. La première, c'est que si l'électricité est omniprésente dans nos vies, elle n'est pas dominante dans notre bouquet énergétique. La deuxième chose, c'est que le débat nucléaire contre énergie renouvelable qui agite le secteur de l'énergie français porte sur un quart de l'énergie qu'on consomme. C'est un point à avoir en tête. L'objectif des scénarios de neutralité carbone, c'est d'arriver sur un monde où nous ne consommons plus ou quasiment plus d'énergie fossile.
Ça signifie pour la stratégie nationale bas carbone française être à moins de 1000 TWh d'énergie consommée en 2050 et d'avoir une part des différentes énergies qui s'est transformée avec plus d'électricité, mais également plus de gaz décarboné et plus d'énergie renouvelable hors électricité, notamment pour la production de chaleur. Cette équation est très importante à avoir en tête. Et moi, une première leçon que j'ai retenue de ces 2 ans et demi de travaux sur la neutralité carbone, c'est que l'objectif même de neutralité carbone n'avait pas fait l'objet d'une grande publicité et qu'une partie des parties prenantes soit ne le connaissait pas bien, soit en tout cas ne s'était pas projeté dans un monde sans énergie fossile avec des conséquences importantes. Je rappelle que l'objectif climatique précédent de la France, c'était le facteur 4. Dans le facteur 4, vous divisez par 4 les émissions en 2050 par rapport à 1990. Ça signifie que vous pouvez continuer à utiliser un peu d'énergie fossile dans un monde en neutralité carbone. Il n'y en a vraiment quasiment plus. Ça conduit à 2 défis dont l'un est commun à peu près à tous les pays européens et l'autre propre à la France sur notre stratégie énergie. Le premier défi, c'est d'augmenter la production d'électricité décarbonée. Nous allons devoir, demain, utiliser en proportion plus d'électricité et en valeur absolue, sans doute également. C'est un point important parce que dans les différentes stratégies énergie-climat des États membres européens, dans les stratégies de neutralité carbone de la Commission européenne ou de l'Agence internationale de l'énergie, on retrouve à peu près ce type de scénario. Alors, selon les États, ce n'est pas forcément le même pourcentage, ce n'est pas forcément les mêmes valeurs, l'effort sur l'efficacité énergétique peut différer, mais ce type de mouvement, plus d'électricité demain, parce que cette électricité pourra être produite à base d'énergie décarbonée, donc notamment les énergies renouvelables ou le nucléaire, ce type de chemin est commun à plusieurs pays européens. C'est donc notre premier défi. Notre second défi est français. Aujourd'hui, la France produit une électricité qui est très largement bas carbone. 93% de l'électricité qui est produite en France est bas carbone. C'est une performance qui est effectivement assez exceptionnelle par rapport aux autres États européens. Pour autant, cette performance est le fait de la prépondérance du nucléaire dans notre mix électrique, et les réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui en fonctionnement en France ont été construits très largement dans les années 80, en réalité de la fin des années 1970 au début des années 1990 pour la très grande majorité d'entre eux. Ils ont donc une pyramide des âges très concentrée dans le temps. Cela signifie, si on se projette sur 2050-2060, que selon toute probabilité, ces réacteurs seront fermés au moment où nous devrons atteindre la neutralité carbone. Alors, je suis obligé d'être précis sur ce point. Il ne s'agit pas de dire dans cette étude que les réacteurs doivent être systématiquement fermés pour des raisons de politique énergétique. Il s'agit simplement de reconnaître que l'hypothèse centrale aujourd'hui que nous retenons dans nos études, c'est que les réacteurs ne seront pas, dans la quasi-totalité des cas, exploités plus de 60 ans. Ça signifie qu'il faut se confronter, pour penser la neutralité carbone, à un monde dans lequel l'essentiel des moyens que nous utilisons aujourd'hui pour être neutres en carbone seront fermés. C'est un point important. Conclusion, l'essentiel des installations de 2050, 2055, 2060 pour la neutralité carbone sont celles qu'on va décider aujourd'hui, et cela conduit et conditionne assez largement les choix que nous avons à faire en matière de politique énergétique aujourd'hui. Alors bien évidemment, selon les scénarios, selon les trajectoires, on peut fermer plus ou moins vite les réacteurs nucléaires, il peut y avoir des options politiques, il peut y avoir des stratégies énergétiques, mais il y a aussi des principes industriels, et le principe industriel que nous avons retenu, c'est qu'il ne serait pas sérieux de faire une prospective énergétique de long terme, 2050-2060, en comptant sur le fait que ces réacteurs ne fermeraient pas. Je précise, puisque c'est un sujet assez sensible, qu'il en va de même pour les éoliennes qui ont été construites dans les années 2000-2010. Au bout d'un certain temps, une installation industrielle doit être renouvelée. Nous avons analysé dans cette étude 18 configurations complètes. Pourquoi 18 ? Parce que 6 scénarios de mix électrique et 3 scénarios de consommation, et nous les avons croisés. Alors nous les avons croisés pour ouvrir les choix. Nous avons rencontré dans cette concertation une grande diversité de personnes. Certains souhaitaient faire du 100% renouvelable avec de la sobriété, mais d'autres étaient sobres,
visait le scénario de sobriété tout en voulant construire des réacteurs nucléaires. Nous avons vu un certain nombre de personnes intéressées par regarder des scénarios de réindustrialisation 100% renouvelables. Donc en fait, notre travail vise à ouvrir le champ le plus largement possible et ne pas nous enfermer dans des appariements a priori, en considérant que par définition, on doit être pro-nucléaire quand on est sur les scénarios de réindustrialisation ou sobre quand on veut faire du 100% renouvelable. La vie est beaucoup plus compliquée que ça. Voilà donc les 18 configurations que nous avons étudiées. Je vais simplement commenter les scénarios de consommation, puis ceux de production, et puis ensuite, je serai assez largement au bout de mes 20 minutes. Notre trajectoire de référence en matière de consommation d'électricité est celle-ci. Donc vous voyez une trajectoire où il y a une progression de la consommation d'électricité. C'est vrai, même dans un scénario où il y a beaucoup d'efficacité énergétique. Beaucoup d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel ou dans le secteur des bureaux. Vous voyez que la couche bleue et la couche verte, dans cette trajectoire, sont en réduction. Et c'est cela qui permet d'avoir une consommation d'électricité qui augmente, mais sans exploser. Pourquoi? Parce que l'essentiel des facteurs qui vont conduire à faire évoluer la consommation d'électricité dans les années qui viennent, c'est bien le remplacement du pétrole dans la mobilité ou dans l'industrie, ou même le remplacement du gaz ou du fioul dans le secteur du chauffage. Donc, pour que nous ayons ce type de trajectoire, il faut faire de l'efficacité énergétique, ça n'est pas en option. C'est donc notre trajectoire de référence et nous avons étudié 2 scénarios encadrants. Le premier est un scénario de sobriété. Alors, un scénario de sobriété, ce n'est pas un scénario de retour au Moyen-Âge ou un scénario bougie, c'est un scénario dans lequel un effort systématique est appliqué sur les consommations pour les baisser dans un certain nombre de secteurs. Mais là, on va au-delà de la question de l'efficacité énergétique, on travaille vraiment sur les besoins. Et donc, il y a l'idée que dans ce scénario, les besoins énergétiques du pays sont réduits par une volonté de moins consommer, ou ce scénario peut également se manifester tout simplement si le prix de l'énergie est cher et que les gens réagissent en réduisant leur consommation. Nous avons également étudié un autre scénario, qui est un scénario dit de réindustrialisation profonde. Dans ce type de scénario, la consommation d'électricité est plus importante. Pourquoi? Parce que la France réinvestit dans un certain nombre de secteurs stratégiques ou de secteurs fortement consommateurs d'énergie. Cela a un impact sur notre empreinte carbone. C'est-à-dire que vous savez que la France est un pays qui importe beaucoup de biens manufacturés. Ces biens sont produits en général dans des pays qui ont un mix électrique ou énergétique plus carboné que le nôtre. Et donc, si l'on produit davantage sur le territoire national, eh bien, en contrepartie de cette augmentation de la consommation d'électricité, nous avons de meilleures performances en matière de bilan carbone global, intégrant celui de nos imports. Donc voilà les 3 scénarios de consommation d'électricité qui ont été versés au débat. Nous en avons tiré 3 conclusions. La première, c'est qu'agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété, était indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. La seconde est que la consommation d'énergie va baisser, mais celle d'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles. C'est vrai également dans notre scénario sobriété. Donc ensuite, l'ampleur de cette augmentation dépend des choix et des scénarios, vous l'avez vu. Et la troisième conclusion, c'est qu'accélérer la réindustrialisation du pays en électrifiant les procédés va augmenter la consommation d'électricité, mais réduire l'empreinte carbone de la France. Je passe à la partie et au volet production. Sur le volet production, nous avons établi 6 scénarios. Ces 6 scénarios sont problématisés autour de 2 grandes familles. La première grande famille, les scénarios M, ceux que vous voyez à gauche sur cet écran, sont des scénarios dans lesquels on ne construit pas en France de nouveaux réacteurs nucléaires et on développe massivement les énergies renouvelables électriques. Dans ces scénarios, nous atteignons 100% pour la part du renouvelable dans la production d'électricité entre 2050, c'est le cas dans le scénario M0, et 2060 dans les scénarios M1 et M23. Ensuite, entre ces 2 derniers scénarios, ce sont 2 logiques différentes. Nous avons un scénario de répartition diffuse des installations avec la recherche par exemple, de s'appuyer le plus possible sur le solaire et le solaire distribué. Donc, dans le scénario M1, on a environ une maison sur 2 en 2050 qui produit une partie de son électricité. Et M23, c'est un scénario 100% renouvelable, mais avec des grands parcs solaires, éoliens terrestres, éoliens en mer,
Pourquoi des grands parcs? Pour tenter de faire baisser le plus possible le coût de l'électricité produite. Et puis nous avons 3 scénarios dits N, qui sont des scénarios dans lesquels on construit de nouveaux réacteurs nucléaires tout en développant de manière importante les énergies renouvelables électriques. Ces scénarios sont différenciés selon le rythme de construction et l'ampleur de l'effort de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Ce sont 6 scénarios, 2 familles, et je pense que ça traduit fidèlement les aspirations des différentes parties prenantes dans cette concertation. Si je regarde ces scénarios N, il y a effectivement plusieurs trajectoires. La trajectoire N1 est un scénario dans lequel on construit une paire de nouveaux réacteurs nucléaires tous les 5 ans à partir de 2035. Donc ça en fait 8 d'ici 2050. Et d'emblée, il y a une conclusion qui saute aux yeux, c'est que dans ce scénario, pour être neutre en carbone, il faut construire beaucoup d'énergie renouvelable, puisqu'on arrive avec 75% du mix qui est renouvelable en 2050. Donc un scénario de réinvestissement dans le nucléaire à hauteur d'une paire de nouveaux réacteurs tous les 5 ans, ça donne ça. Ça donne 1/4 de nucléaire en 2050 et 3/4 d'énergie renouvelable. Ensuite, vous pouvez considérer qu'il faut construire plus de réacteurs nucléaires, donc 14 nouveaux réacteurs dans le scénario N2. Là, vous avez un scénario 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers renouvelables, 1 tiers nucléaire. Et puis un scénario N3 dans lequel vous construisez 14 nouveaux réacteurs nucléaires, vous construisez des petits réacteurs nucléaires en plus, vous prolongez le maximum possible la durée de vie du parc existant, et dans ce scénario, on peut avoir à peu près la moitié de notre électricité qui est produite à partir d'énergie nucléaire en 2050. Les scénarios renouvelables, pour eux, l'enjeu, c'est le rythme de développement des énergies renouvelables. Donc dans ces scénarios-là, il faut bien évidemment accélérer, et accélérer sur le solaire, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. Donc vous voyez sur cette diapositive un certain nombre de chiffres. Les chiffres par rapport au rythme historique français et au rythme historique allemand ou britannique dans le cadre de l'éolien en mer. Dans tous les cas de figure, il faut procéder à une accélération. C'est vrai encore plus si jamais votre scénario de consommation, c'est la réindustrialisation. C'est un peu moins le cas, mais toujours exact, si votre scénario de référence, c'est le scénario de sobriété. Nous en avons tiré un certain nombre de conclusions. Le premier, c'est qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 était impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables, et c'est une conclusion très forte que nous assumons parfaitement. La deuxième, c'est que se passer de nouveaux réacteurs nucléaires impliquait des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. Donc si on veut faire du 100% renouvelable, il faut vraiment considérablement augmenter le rythme de déploiement des installations renouvelables dans notre pays. Les défis techniques et industriels sont considérables dans tous les cas. Par contre, il y a des pailles qui peuvent être plus ou moins lourds dans certains scénarios. Les scénarios à haute part ou à très haute part en énergie renouvelable, ils impliquent de résoudre des enjeux majeurs sur le plan technique ou technologique. Donc nous avons établi une feuille de route dans le cadre de nos travaux avec l'Agence internationale de l'énergie. C'est un défi technique important. Aujourd'hui, on a un certain nombre de sujets qui sont en la phase de recherche et de démonstration sur ces plans-là. Donc on pense que la faisabilité peut être acquise, mais il y a quand même encore beaucoup d'étapes à franchir. Et puis les scénarios de renouvellement du parc nucléaire représentent des défis industriels qui peuvent être plus ou moins importants, et particulièrement le scénario N03, notamment sur la question de la prolongation des réacteurs actuels au-delà de 60 ans, qui aujourd'hui n'est pas du tout acquise, de la même façon que sur d'autres scénarios, on a des prérequis dans les scénarios M qui ne sont pas aujourd'hui atteints. La grille d'analyse des scénarios, alors là, frustration pour moi de ne pas pouvoir entrer dans les détails, mais soulagement pour les organisateurs, puisque je vais renoncer à faire en détail l'analyse économique, l'analyse environnementale et l'analyse sociétale, simplement pour dire que l'analyse technique, on se projette sur des scénarios de réchauffement climatique. Ces installations, ces scénarios, on va devoir les mener dans un monde où il y a du changement climatique, où ce changement climatique est opérant. Donc on a travaillé avec 2 scénarios climatiques, et à chaque fois, on fait 200 tirages météo par heure, par filière et par année. Donc c'est un très gros travail de modélisation et de projection sur les conditions climatiques concrètes de 2050 et 2060, une analyse économique complète, une analyse environnementale qui porte sur les émissions en gaz à effet de serre, sur l'occupation des sols, les consommations de ressources minérales qui sont un gros sujet, les déchets radioactifs et les polluants atmosphériques.
Et enfin, une analyse sociétale, et notamment sur le cas de la sobriété qu'on a essayé de pousser, pour essayer de se rendre compte dans quel environnement on essaierait de mettre en place ces scénarios qui soulèvent bien évidemment beaucoup de questions qui ne sont pas uniquement techniques ou économiques, qui sont vraiment du ressort du pacte de vie et du pacte social. Je vais finir là-dessus, c'est mon dernier slide, pour dire que lorsque nous avons publié cette étude, le 25 octobre dernier, nous avons dit qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'on est dans une course contre la montre, et notre course contre la montre, elle ressemble à un marathon constitué d'un ensemble de sprints, avec notamment un premier sprint pour 2030. Depuis qu'on a publié cette étude, cette urgence, elle s'est encore accrue. Elle s'accroît et on peut en regarder, on peut l'analyser à l'aune de la crise énergétique actuelle. Donc aujourd'hui, notre France, elle est très dépendante des énergies fossiles importées. Énergies fossiles importées dont on voit qu'elles sont exposées à des variations importantes de prix et qu'elles sont au cœur d'un certain nombre de tensions internationales. La neutralité carbone, moins consommer, électrifier l'économie, ça permet d'utiliser de l'énergie qui est produite sur le territoire. Donc ça réduit très fortement, voire ça annule à terme, la dépendance de la France aux importations d'énergie fossile. Alors il y a un sujet consommation de ressources minérales, hein, mais sur les énergies fossiles, c'est quand même un très grand changement des règles du jeu. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure assez unique où ce qui est utile pour le climat, c'est également utile pour l'économie de manière générale, et c'est probablement, et à mon sens, très aligné avec un certain nombre d'enjeux éthiques. Donc je dirais en conclusion que si nous ne le faisons pas pour le climat, faisons-le pour que notre économie soit plus forte et pour que nous dépendions moins d'un certain nombre de pays dont le comportement, par ailleurs, peut nous poser problème. Je vous remercie. Merci Thomas Vérinck. Alors, défi relevé, nous résumer 18 configurations, 900 pages en quelques minutes. Évidemment, ça soulève plein de questions. On aura le temps d'y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, je vais inviter Thierry Salomon, porte-parole de l'association Négawatt, à me rejoindre sur scène pour se livrer au même exercice avec un autre travail prospectif. L'idée, c'est d'un peu que chacun comprenne un peu comment on réalise ces travaux prospectifs et surtout quelles sont les options un peu sur la table. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va vous présenter un deuxième exercice, celui fait par l'association Négawatt. Voilà, bonjour à tous et puis merci évidemment de votre invitation et de votre participation. Et puis merci aussi à RTE parce que le travail effectué est absolument considérable. Il y a un autre travail aussi considérable qui est effectué en ce moment par l'ADEME qui vient de se clore. On vient aussi de clore notre exercice. Donc on a maintenant sur la table plus de l'ordre de plus d'une dizaine de scénarios et ayant participé au Grenelle de l'environnement et de près aussi dans le comité des experts aux discussions qu'il y a eu sur la loi de transition énergétique, ce travail-là nous avait vraiment manqué à l'époque. Maintenant, on peut vraiment travailler et comparer, ce qui est tout à fait important. Négawatt, c'est un groupe de personnes qui sont plutôt des ingénieurs, mais pas que, qui sont des gens de terrain, souvent des responsables de bureaux d'études associatifs qui travaillent, je dirais, au frontal de la transition énergétique. Et depuis 2000, on travaille sur un certain nombre de scénarios. C'est notre 5e exercice que je vais essayer de vous présenter en une vingtaine de minutes, comme a pu le faire Thomas Vérinck. Alors, c'est un scénario qui se veut sur lequel on va hiérarchiser les solutions, qui se veut aussi de réalisme technologique et économique, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas ou on n'utilise pas des techniques sur lesquelles on a vraiment encore beaucoup d'incertitudes. Vous ne trouverez pas dans ce scénario de la fusion, même du stockage de CO2, notamment parce qu'on est encore dans l'incertitude. Mais c'est aussi et surtout un scénario de développement soutenable. J'insiste sur le mot soutenable et pas durable. L'idée de réduire au maximum les impacts et les risques à tout niveau sur l'ensemble de l'énergie, mais également au niveau de la société. On va le voir après tout à l'heure. C'est un scénario qui s'appuie sur une trilogie qu'on a travaillée depuis maintenant plus de 20 ans et
cette trilogie, elle a deux éléments sur la demande, sur la consommation, qui sont la sobriété et l'efficacité. Et depuis le début, depuis notre premier scénario en 2003, on distingue bien les deux. La sobriété, c'est vraiment un travail pour prioriser les besoins énergétiques sur les usages. L'efficacité, par contre, c'est mieux connu, c'est le rendement de l'appareillage. Mais il y a une grosse distinction entre les deux qu'on a essayé de bien déterminer. Et on s'aperçoit que la sobriété nous est tout à fait nécessaire dans l'ensemble sur ce travail-là, de façon à ce que sobriété et efficacité réduisent à peu près par deux, un peu plus de 2, notre consommation d'énergie finale. Et puis, il reste de l'énergie à fournir. Et pour nous, cette énergie, elle doit être sur 100% d'énergie renouvelable, sur des énergies de flux. Finalement, on peut dire, pour résumer, que la sobriété, c'est l'intelligence sur l'usage de l'énergie. L'efficacité, c'est l'intelligence sur les équipements. Et puis les renouvelables, ça serait de l'intelligence sur la ressource énergétique. On est donc sur des choix de triple intelligence qu'on a essayé de développer après, derrière, comme a pu le faire aussi RTE, sur des modèles assez lourds, plusieurs millions de calculs de cellules, etc., avec des éléments qui reviennent du terrain, qui nous permettent à ce moment-là d'affirmer qu'on peut arriver à tel et tel niveau de performance. Par exemple, un des points qui est tout à fait important pour nous, c'est le chantier prioritaire sur la rénovation très performante. C'est une belle intention, c'est pas si simple que ça. Chaque maison, finalement, chaque logement est quelque chose de différent. On n'est pas du tout sur quelque chose qui soit très répétitif. Et donc, ça va nécessiter des actions fortes. On peut y arriver, mais un point important pour nous, c'est que les rénovations soient très performantes. Si on fait les choses à moitié, il est clair qu'on n'y arrive pas. En matière de mobilité, on a travaillé aussi sur l'ensemble des éléments de mobilité, de type de déplacement, etc., que ce soit pour le fret ou bien pour les usages individuels. Je pourrais rentrer après dans le détail là-dessus. On n'est pas sur la mobilité sur du tout électrique. Derrière, il nous semble que sur beaucoup de points, notamment sur les trajets relativement longs, un peu compliqués, etc. Et puis aussi sur le fret, le gaz, et le gaz d'origine renouvelable a toute sa place. Pour notamment aussi des problèmes qui sont liés, ça a été évoqué tout à l'heure, à la disponibilité en matériaux, notamment sur les batteries. Alors c'est je vais vite, mais on pourrait décrire évidemment d'autres points d'usage. Quelques zooms particuliers, c'est un scénario sur lequel on développe le gaz d'origine renouvelable, notamment au niveau du biogaz. Et là-dessus, on a développé, avec une association qui s'appelle Solagro, un autre scénario qui s'appelle le scénario After, et qui porte, lui, sur l'alimentation, l'agriculture, les différentes façons culturales, et puis la grande question du territoire. Ça répond, si vous voulez, à la question, est-ce qu'on a assez sur notre territoire français pour fabriquer de l'énergie à partir de l'agriculture et de la biomasse, tout en, bien sûr, fournissant aussi ce qu'il faut en matière d'alimentation. Ce n'est pas du tout un scénario sur lequel on va mettre du maïs partout pour faire du biogaz, comme ça a pu se faire notamment en Allemagne. Alors c'est un scénario sur lequel il y a un développement fort de l'éolien. La transition énergétique passera par l'éolien, elle passera par l'éolien terrestre et par l'éolien offshore, c'est clair. Si on se dit on a un moratoire là-dessus ou derrière on ne met pas d'éolien, eh bien c'est même pas la peine d'imaginer pour nous la possibilité d'avoir une neutralité carbone. Alors cela étant, il ne faut pas évidemment mettre des éoliennes n'importe où, mais il y a des choix qui sont importants, que ce soit sur le terrestre, mais aussi sur l'offshore. Et c'est un scénario qui développe notamment l'offshore flottant. On voit ici sur l'image qui est le plus à droite. Alors c'est un scénario de sortie du nucléaire, assez proche dans ce sens-là du scénario M1 de RTE, mais différent en ce qui concerne le niveau
de production d'énergie, il serait plus proche du scénario, de la trajectoire de consommation sobre de RTE. Donc on a étudié une façon de sortir, si vous voulez, avec derrière un lissage de l'ensemble des arrêts, de la flexibilité dans la date finale d'arrêt, et puis de la prise en compte évidemment de facteurs très importants sur le nucléaire qui sont qu'est-ce qu'il y a en amont, qu'est-ce qu'il y a en aval. C'est-à-dire qu'une sortie du nucléaire, c'est sortir la totalité d'un cycle et de faire une transformation tout à fait forte en matière énergétique. Ça donne ce genre d'analyse ici. Évidemment, je ne vais pas vous le décrire, mais si ça vous intéresse, sur notre site, on a reconstitué la totalité des flux énergétiques en France. Donc là, vous voyez 2019, et on peut partir à gauche de l'énergie primaire, et puis arriver à droite à l'énergie finale, et puis encore après à l'énergie utile, pour l'ensemble de nos trois besoins fondamentaux, qui sont des besoins de chaleur, des besoins de déplacement, de mobilité, et puis d'électricité spécifique. Et puis le scénario 2050, lui, est très différent, bien entendu, puisqu'il y a une sortie du gaz, du pétrole, du charbon et du nucléaire, un passage aux énergies renouvelables, avec à l'intérieur, là aussi je vais être très court là-dessus, des éléments relativement complexes de transfert dans les vecteurs énergétiques. Finalement, ces scénarios, notamment 100% renouvelables, complexifient assez nettement ce qui se passe entre l'énergie initialement fournie, l'énergie primaire, et puis l'usage. Alors, en énergie finale, on est à moins 53% ici sur les grands secteurs. Ce que vous voyez ici, pour décrire simplement les couleurs, c'est tout à fait en haut. La ligne qui est un peu en rouge foncé en haut, ça serait un scénario tendanciel, en quelque sorte, en tenant compte de ce qui est engagé aujourd'hui. En dessous, en ocre, c'est les gains possibles en sobriété. Couleur un peu plus crème en dessous, les gains possibles en efficacité. Donc finalement, ce qu'on a à produire, c'est la ligne qui est en dessous de la surface crème, en vert, et ça c'est la production physique qui se fait au travers des renouvelables, en vert, et puis de l'ensemble fossile-fissile qui est ici en gris. Vous voyez évidemment des écarts, mais globalement, une forte diminution sur les transports, sur la mobilité. C'est là où il y a le gain qui peut être le plus important, notamment sur le passage à l'électrique, sur la diminution du poids des véhicules, etc. Et pour le reste, une division par 2 à peu près. Ça donne ça en termes de bilan en énergie primaire. Vous voyez ici en bas les courbes, les surfaces qui montent, c'est l'ensemble des énergies renouvelables. Et puis pour les autres, en rouge, la sortie du pétrole, quasi-sortie du pétrole. Il reste encore un petit peu de fossiles sur, par exemple, quelques motorisations qu'on ne va pas changer, mais c'est très peu. Fin du gaz fossile. Alors j'insiste sur ce mot gaz fossile. C'est-à-dire on parle en ce moment aujourd'hui beaucoup du gaz, en mettant un peu n'importe quoi derrière ce mot gaz. Je crois qu'il faut s'obliger, pour qu'on soit très clair, à caractériser, de la même façon qu'on parle d'énergie éolienne, enfin d'électricité éolienne, d'électricité nucléaire, etc. Ben, il faut parler de gaz d'origine fossile. Ça, c'est ici en jaune. Ça n'est pas le gaz d'origine biologique, verte, ou même à partir d'hydrogène, qui est au contraire en dessous. Et puis en rose, ici, on a le nucléaire. Alors, de façon plus précise, ici, ça donne ça, sur ces évolutions en matière d'énergie renouvelable, ici, vous voyez une fin du nucléaire qui est vers 2045, 2046, pas très loin donc du M0 de RTE. Mais aussi, surtout, c'est intéressant de savoir ce qui se passe sur le gaz fossile, qui est ici la courbe qui est en jaune. Vous voyez qu'en fait, on a un plateau, et puis derrière une descente après progressive. Donc le scénario négawatt n'est pas un scénario d'augmentation du gaz fossile. On va le voir ici de façon plus précise sur le gaz. C'est le gaz dans le scénario négawatt. En bleu, vous avez le gaz fossile et donc cette descente. Et puis son remplacement progressif
mais moindre, hein, on est à peu près sur 250 TWh contre aujourd'hui 450 à 500 à peu près TWh. Donc il y a une division par deux du gaz et qui va, lui, être produit soit par méthanisation, donc de façon biologique, par pyrogasification à partir du traitement à haute température du ligneux notamment, ou des combustibles solides recyclables, mais carbonés, ou alors à partir de gaz de synthèse réalisé avec de l'hydrogène, qui est lui-même fait par électrolyse. On arrive à ce moment-là à ce niveau-là. Mais vous voyez qu'essentiellement, c'est le biogaz, à peu près pour les 2/3, qui est utilisé. Bien entendu, il y a eu toute une série d'études qui ont été effectuées pour liées au gisement de biomasse nécessaire pour éviter de se retrouver en concurrence avec l'agriculture, l'alimentation au territoire, les problématiques de paysage, de maintien de biodiversité, bien entendu. Voilà le mix de renouvelables. Et puis, quelques ici éléments pour caractériser un peu la différence qu'il peut y avoir entre un scénario 2020 et la situation 2020 et puis un scénario 2050. Par exemple, en matière d'éolien terrestre, on est à 18 500 éoliennes ici. L'éolien en mer, augmentation bien entendu considérable, puisque vous savez que la France est très en retard là-dessus. On a simplement une éolienne prototype aujourd'hui. On est sur 3200 éoliennes, qui sont des éoliennes de forte puissance. La moitié, en gros, sur du posé, mais pas beaucoup plus que ce qui est prévu, pas énormément que ce qui est prévu actuellement. Et puis, derrière, un développement assez fort de l'éolien flottant, comme dans d'autres scénarios d'ailleurs. Augmentation très forte du photovoltaïque, vous voyez, c'est pratiquement un facteur 13-14. Et maintien de l'hydraulique à peu près à son niveau. Alors, un point important que je voudrais ici préciser un peu, bien entendu, c'est la question de la sécurisation du réseau électrique sur 100% renouvelable. Là, on a évidemment des choses qui sont tout à fait comparables et qui reprennent ce que peut dire RTE, mais je voudrais quand même insister sur un point qui me paraît une différenciation assez forte, dans la mesure où on fait, vous l'avez compris, à partir du biogaz, du méthane, CH4, d'origine donc verte, biologique, et qu'en France, on a à la fois un très beau réseau de gaz et en même temps des possibilités de stockage par cavité ou à l'intérieur ou au-dessus dans les nappes phréatiques qui sont importants, on a 140 TWh de possibilités de stockage de gaz. C'est tout à fait considérable. Et l'idée pour résoudre la question compliquée qui est qu'est-ce qui se passe en hiver s'il n'y a pas de soleil et il n'y a pas de vent durant 10 jours? Comment vous y arrivez, négawatts? Notre réponse, elle est évidemment dans la série de ce qu'on voit au-dessus, flexibilité, interconnexion des réseaux, les steps, etc., etc. Mais il y a la possibilité d'avoir une sécurisation par de stockage massif en refaisant ensuite, à partir du gaz, de l'électricité par des centrales gaz cycle combiné à haut rendement, par exemple. Donc la sécurisation peut être assurée. Et là, il y a une distinction peut-être avec RTE qui est beaucoup plus hydrogène que biogaz, et discussions qu'on peut évidemment avoir. Et de façon plus modeste, évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que RTE, mais on s'est livré quand même à une modélisation complète jusqu'à 2050 pour voir comment ça passait et quels étaient à un moment donné les points les plus importants. Vous voyez ici, en haut, ce qui relève de la production et en bas, ce qui relève de la consommation. Évidemment, en matière d'électricité, il faut qu'à tout moment, la production soit égale à la consommation. Je termine avec quelques dias sur la partie effet de serre. Évidemment, elle est très diminuée, mais le graphique intéressant, c'est celui-là, qui est en émission d'équivalent de CO2. Ici, c'est la courbe qui est en bleu. On a les émissions vers l'atmosphère. Et vous voyez qu'il en reste un petit peu en 2050. On a un talon qui est, lui, lié notamment aux ruminants, qui est lié aux engrais, qui est lié finalement à l'agriculture, aux rizières, etc. Et
qu'on a des difficultés, qu'on ne va pas complètement éliminer. Et ce talon-là, pour arriver à la neutralité carbone, il faut le compenser par ce qu'on appelle des puits. Et les systèmes culturels qui sont dans le scénario négawatt et dans le scénario after permettent d'augmenter ce puits, c'est-à-dire permettent d'augmenter la part de carbone qui finalement va être absorbée par le sol pour arriver à une neutralité qui est aux alentours de 2050, un petit peu avant, ici. Je voudrais terminer en vous présentant quelques comparatifs. Alors, c'est un travail qu'on est en train de faire, puisque maintenant, on a plein de scénarios sur la table qui sont bien documentés. Pour nous, on est en train de finir de documenter. On aura un document de 200 à 300 pages qui va sortir dans les jours qui viennent. Donc, tout va être maintenant très, comparable. Et ici, je rappelle simplement, en haut, ça a été évoqué par Thomas Werenk, l'ensemble des scénarios des 6 x 3, 18 scénarios de RTE, 3 scénarios, 3 trajectoires de consommation déclinées chacune en 6 scénarios. Et en dessous, vous avez les scénarios énergétiques. Les scénarios de RTE sont quand même des scénarios uniquement électriques, ça a été bien indiqué. Nous, on considère quand même que derrière, il faut vraiment regarder l'ensemble du système énergétique. Et notamment, un des points importants pour y arriver, c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire à améliorer en quelque sorte la complémentarité, j'allais dire le PAX, entre la molécule gaz et l'électron. Les deux ont des qualités qui sont très différentes et totalement complémentaires. Et c'est bien dans ce mariage-là, comme je l'ai indiqué, ou ce PAX, comme je l'ai indiqué tout à l'heure sur la partie du stockage, on va stocker de la molécule et après, derrière, on va faire de l'électron, ou alors on fait l'électron lorsqu'on n'a pas besoin derrière de faire de la molécule, etc., qu'on va y arriver. Il y a maintenant le scénario négawatt sur lequel on a choisi de faire un scénario et d'en présenter un seul, même si en interne, on a pas mal de variantes. Et puis, on a aussi 5 scénarios de l'ADEME qui, maintenant, sont aussi sur la table et très, très documentés. Qu'est-ce que ça donne en matière de demande énergétique? Eh bien, sur la demande globale, comme ça a été indiqué par Thomas Werenk, il y a moins 40% par rapport à la situation actuelle sur l'ensemble des scénarios RTE qui sont sur ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et puis les autres scénarios, vous voyez, ne sont pas très loin, sont un peu en dessous, un peu au-dessus, etc. Mais c'est quand même une constance maintenant de l'ensemble des scénarios. Aucun scénario ne dit on aura demain une production d'énergie aussi importante que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. En matière de consommation d'électricité, vous voyez que c'est assez variable, par contre, en pourcentage. Les 3 trajectoires sobriété, référence et industrialisation de RTE sont, comme ça a été indiqué tout à l'heure, à de l'ordre de plus 30, plus 50, plus 65%. Négawatt est à plus 11% par rapport à la situation d'aujourd'hui. On augmente un petit peu. Et puis, les scénarios ADEME aussi, les 4 scénarios sont assez variables. Si on fait une moyenne, on est à peu près à 30% sur l'ensemble des scénarios. Et puis, 2 points pour finir sur... qui montrent quand même qu'il y a des variations qui sont très importantes sur les scénarios, même s'il y a beaucoup de points communs. Lorsqu'on fait un graphique sur lequel on a en bas, en abscisse, la puissance en gigawatts, et puis de l'autre côté, ici, de l'autre côté, la production en térawatts, la production, le rapport entre les deux va être le facteur de charge. Et c'est-à-dire ce que finalement on prévoit qu'une puissance, une capacité photovoltaïque peut fournir. Vous voyez que tous les scénarios sont alignés sur la même droite. Ça veut dire que le facteur de charge sont à peu près les mêmes, mais on a quand même des écarts qui sont tout à fait importants entre les scénarios M0 et M1 qui ont énormément de photovoltaïque, ou alors le scénario N3 qui en a finalement relativement peu, même si c'est nettement plus qu'aujourd'hui. Le scénario négawatt, il est dans la moyenne. Et puis, si par contre on regarde des scénarios qui sont sur l'éolien terrestre, là on a un écart, et là on a une différence avec RTE sur lequel il faut fort travailler à mon avis. Les scénarios RTE sont sur des niveaux de facteur de charge à 23%, assez comparables à ce qu'on a aujourd'hui.
même un petit peu moins. Et puis, les autres scénarios, ADEME, négawatt, sont plutôt du côté de 30%. Alors, ça peut paraître rien, ce 23% d'un côté et 30% de l'autre, mais au final, ça représente 50 TWh, c'est-à-dire l'équivalent de 5 EPR2. Vous voyez que c'est important de bien essayer de caler cet ensemble de choses. Et puis, pour finir, ici, l'hydrogène dans les scénarios, vous voyez même que dans les scénarios de l'ADEME, on a des scénarios avec de l'importation d'hydrogène et puis une répartition en consommation de gaz hydrogène ou élec qu'il n'y a pas nécessairement sur la partie RTE et négawatt. Voilà, j'en ai terminé. Et si vous voulez aller plus loin, c'est le site negawatt.org sur lequel on a beaucoup de données, et puis un autre site, Décrypter l'énergie, sur lequel on essaye de faire un peu de décryptage des idées reçues. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Thierry Salomon. Là aussi, défi relevé de présenter l'ensemble de cet exercice prospectif en quelques instants. Vous avez commencé l'exercice, essayer de voir un peu les points de convergence ou de divergence. Je vais inviter Thomas Vérinck à nous rejoindre sur scène. On va se déplacer simplement sur l'autre côté de la scène pour pouvoir peut-être prendre quelques minutes de discussion ensemble et éventuellement prendre aussi les questions qui peuvent venir du public. Maintenant que vous avez vu tout un tas d'exercices de prospective, de scénarios, il nous reste une dizaine de minutes pour prendre éventuellement quelques questions. Moi, je vais vous en poser peut-être. Si vous aviez un point de convergence chacun à souligner entre vos travaux respectifs, qu'est-ce que ça serait? Thierry Salomon, un point de convergence avec les travaux de RTE. L'arrivée de la sobriété dans les scénarios. Si on veut raisonner de façon un petit peu brutale, mais assez, je l'espère, assez compréhensible, sur 100 d'énergie qu'on utilise actuellement, sur 100 d'énergie, nous, on estime que sans modification forte de notre mode de vie, uniquement en enlevant le gaspillage et puis en jouant sur les usages et le comportement. Mais un comportement qui n'est pas uniquement individuel. Il y a énormément de sobriété dans un plan d'urbanisme, dans un plan de mobilité, etc., dans des politiques énergétiques, notamment sur la mobilité, le développement du covoiturage, du copartage, etc. Lorsqu'on fait le calcul, c'est énorme. Le passage de 1,2 ou 3 personnes dans une voiture à 1,5 ou 6, il est considérable. Alors c'est ça qui est intéressant dans le scénario, c'est regarder finalement les boutons, les paramètres qui vont jouer. Ça, c'est nouveau, et maintenant on en parle. Alors là, j'ai un petit bémol, c'est que dans les discours, aujourd'hui, il y a une confusion entre sobriété et efficacité. Nous, on fait vraiment bien la distinction, parce qu'on peut être parfaitement efficace et pas du tout sobre, et réciproquement. Si vous avez chez vous un très gros réfrigérateur et qui a une classe A++, vous avez un réfrigérateur efficace. Si à l'intérieur, il y a 3 pots de yaourt, il n'est pas sobre. Voilà, je simplifie un peu. Thomas Vérinck, même question. Un point de convergence avec Négawatt, au-delà de la sobriété? C'est une question difficile parce que, en fait, avec Thierry Salomon, qui joue un rôle, Négawatt a joué un rôle très important, je pense, en matière de réflexion énergétique. Institutionnellement, on n'a pas le même rôle. Nous, on doit couvrir un très large champ parce que l'objectif, c'est de donner des éléments pour prendre des décisions de nature énergétique. Et donc, on regarde des scénarios sobres et pas sobres. On regarde des scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable, des scénarios avec moins, avec du nucléaire sans nucléaire, avec une électrification qui est plus ou moins poussée. Donc, on a, nous, ce travail à faire qui vise à couvrir un champ très large. Thierry a parlé de la sobriété, et c'est un point important. Moi, j'ai animé 2 ans et demi de concertation. La sobriété, c'est le thème le plus clivant que j'ai rencontré. C'est-à-dire que sur la sobriété, on n'a pas eu du tout d'accord de principe entre nos parties prenantes. Il y a des gens qui sont farouches partisans de la sobriété et d'autres qui considèrent que la sobriété, c'est le synonyme de la restriction des libertés individuelles. Donc en fait, on en est là en matière de débat public, et je pense qu'il faut pouvoir en témoigner.
La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a souvent une confusion entre l'efficacité énergétique et la sobriété. Donc là, je pense que de la même façon, on a cherché à faire une distinction assez nette entre l'efficacité qui porte sur le rendement et la sobriété qui porte sur la modification des usages. Et enfin, un troisième point, c'est que il y a, dans notre analyse sociétale, on a bien mis l'accent sur le fait que il y a souvent un écart entre ce qui est jugé souhaitable et ce qui est réellement mis en œuvre. Et donc, j'ai l'impression que le thème de la sobriété a progressé dans son caractère de désirabilité. Par contre, quand on regarde les tendances de la société, elles sont pas vraiment alignées sur les objectifs du scénario sobriété aujourd'hui. Alors, ces choses peuvent changer. On parle d'une durée d'une 30aine d'années. Donc, sur l'horizon temporel de la neutralité carbone, je pense qu'il peut y avoir des modifications culturelles importantes. Sur l'horizon temporel de 2030, vous avez parlé de la politique énergétique de l'Union européenne. Il y a ce fameux moins 55% net en 2030. Cet objectif me semble au moins aussi difficile à atteindre, voire plus que l'objectif de neutralité carbone en 2050. Pourquoi? Parce que 2030, c'est vraiment demain. Donc aujourd'hui, quasiment tout ce qu'on pourrait décider en matière de nouvelles infrastructures énergétiques a quand même peu de chance. Alors par exemple, pour le nucléaire ou l'éolien en mer, si on décide de nouveaux parcs aujourd'hui, ils ne seront pas là en 2030, a priori, sauf accélération considérable. Donc voilà, on est sur 2030, c'est très important. Après, voilà, moi je pense que dans certains de nos scénarios, par exemple notre scénario M0 sobriété décrit un monde qui est très proche de celui de mégawatt, et puis notre scénario N03 réindustrialisation, il décrit un monde qui est quand même très loin de celui de négawatt, même si je fais attention à dire quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de bijection entre 100% renouvelable et sobriété et réindustrialisation et nucléaire. Tout ça est beaucoup plus compliqué. Je prends pour exemple une chose, la coalition allemande au pouvoir décrit un monde, un scénario 100% renouvelable à terme, mais avec beaucoup d'imports. Et ce n'est pas du tout une proposition politique de sobriété, puisque le mot qu'ils utilisent, c'est prospérité. Pas exactement la même connotation que sobriété. Alors vous l'avez dit, c'est compliqué, ça soulève plein de questions. Comme on n'a que quelques minutes de discussion, je ne sais pas si certaines personnes dans la salle, je vois des bras se lever, donc je ne voudrais pas frustrer les gens. Et je vais peut-être prendre un premier tour de questions. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si vous avez travaillé sur l'acceptabilité au niveau de la production, notamment au niveau de l'éolien, parce que il y a beaucoup de gens comme ça, d'une manière générale, qui disent oui, je suis pour l'éolien, je fais tout ça, bon, les énergies renouvelables. Puis quand on leur demande est-ce qu'on peut l'installer à côté de chez vous, tout ça, ben là non, c'est plus possible et tout ça. Donc, je pense qu'il y aura un problème à ce niveau-là. Enfin, est-ce que vous avez travaillé dessus? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Merci. On va peut-être prendre 2 ou 3 questions, comme ça permettra déjà aux intervenants de trouver une réponse. Bonjour. Lors de la deuxième présentation, vous êtes passé très très vite sur la notion du pilotable, parce qu'en fait, il y a une très grosse critique qui est faite aux renouvelables, c'est la capacité à absorber les pics de consommation, que ce soit dans la journée, dans la semaine ou dans l'année, en fonction de l'évolution de la météo. Donc vous avez dû passer 10 secondes sur un graphique qui devait, je crois, montrer l'évolution pendant l'année, mais je suis même pas sûr parce qu'il n'y avait pas de légende. Et ça n'a pas été évoqué du tout dans l'aspect RTE, mais je pense que c'est un point qui a dû être modélisé. J'ai jamais entendu d'éléments rationnels qui disaient qu'on était vraiment capable d'avoir un scénario 100% renouvelable qui était très bien pilotable. Voilà. Donc si vous pourriez revenir un peu là-dessus pour expliquer quelles sont les solutions qui permettraient de rendre techniquement acceptable un scénario avec 100% de renouvelable. J'avais une troisième main qui s'était levée, monsieur, juste là. Bonjour. Où en est-on pour le stockage, pour les déchets nucléaires, pour l'élimination et le stockage, enfin parce que ces projets paraissent au point mort à l'heure actuelle? 3 grandes questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout, mais en tout cas, voir comment ça a été pris en compte, en tout cas dans vos travaux éventuellement. L'acceptabilité, l'équilibre offre-demande et les déchets nucléaires. Je commence et puis Thomas, tu compléteras. Alors, sur l'éolien, nous, on considère qu'il faut d'abord, je l'ai indiqué,
ne pas du tout arrêter l'éolien terrestre ou faire un moratoire ou même des démontages, comme ça a été proposé par certains candidats, ça serait une erreur absolument profonde. Par contre, il faut revoir la façon dont il y a un lien concret entre les citoyens et l'éolien ou le parc éolien qui est en face. Et nous, on est tout à fait en faveur de parcs éoliens sur lequel il y ait une participation citoyenne plus forte avec également un retour citoyen. Ça se fait dans un certain nombre de pays, il y a des idées comme ça qui sont assez fortes. Et tant qu'on n'arrive pas à dire formidable, que les gens se disent « ouais, ok, c'est bon, l'éolienne tourne », donc quelque part elle produit, et donc par exemple au pied de ma facture, je vais avoir une diminution qui va être très claire, parce qu'on crée, comme en alimentation, un circuit court entre l'éolien et puis et le citoyen, on aura des difficultés. Il faut créer ce qu'on pourrait appeler des cercles vertueux. Ça se fait dans certaines communes maintenant. Il faut regarder ce qui se passe sur le plan territorial, où par exemple on a un parc éolien qui appartient à la collectivité et dont une partie des bénéfices est directement réinjectée dans la rénovation des logements. Alors ça, c'est génial, parce que c'est la production de renouvelables qui va financer derrière les négawatts. Et donc, on est dans un... Voilà. Je réponds là-dessus sur le lien, je continue sur le stockage. Alors, j'en ai quand même parlé, pas dans le détail, parce qu'il faudrait une heure sur cette question qui est évidemment tout à fait importante. Mais j'ai quand même indiqué tout à l'heure que pour nous, à Négawatt, on a une solution qui répond à la grande difficulté. La vraie grande difficulté, en fait, c'est un anticyclone de 10 jours sur la France, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, pour éviter, à ce moment-là, d'importer énormément d'énergie fossile. Bon, j'ai répondu tout à l'heure en disant que pour nous, la solution gaz d'origine renouvelable permet d'avoir des stockages massifs. J'ai indiqué tout à l'heure que les stockages en France, c'est de l'ordre de 130-140 TWh. La consommation électrique sur, mettons, une semaine en hiver, maximale, elle va être de l'ordre de 15 TWh, sur une semaine vraiment très, très lourde. Et sans oublier qu'un scénario type négawatt baisse le problème principal qui est la pointe électrique. On a calculé que la pointe redescendait, la pointe, c'est-à-dire la puissance appelée maximale lors d'un hiver très froid, etc., etc. Pourquoi ça baisse? Parce que derrière, il y a des rénovations de logements et que ça va très, très vite par rapport à ça. Lorsqu'on arrive à rénover, on baisse considérablement la pointe. Lorsqu'on arrive à faire une diminution de consommation de l'ordre de 2 à 3. Et donc la pointe descend de l'ordre de 100 gigawatts, 110 gigawatts, maxi, à 60 au maximum. C'est donc beaucoup plus facile. Voilà. Et je termine en disant que c'est pas nécessairement, enfin un scénario 100% renouvelable n'est pas nécessairement un point de faiblesse et de sécurisation et d'insécurité. Moi, j'aurais tendance à dire exactement l'inverse, surtout dans les conditions géopolitiques d'aujourd'hui, où on s'aperçoit en fait qu'avoir quelques unités très centralisées pose des problèmes, pas nécessairement, je ne pense pas nécessairement à la géopolitique et à l'actualité sur l'Ukraine et la Russie, quoique, mais aussi on a actuellement un centre de centrales qui sont en panne, ou qui sont à rénover, et on a une perte qui est de l'ordre de 120 TWh, plus de 100 TWh actuellement sur l'ensemble du système au niveau annuel. C'est considérable. Donc il y a une fragilité en fait d'un système nucléaire axé sur simplement quelques centrales. Et un système axé sur des dizaines ou des centaines de milliers de points de production est évidemment plus compliqué à gérer au niveau évidemment du système électrique. Ça, c'est un joli challenge pour RTE, mais je crois que ça nous rend plus résilients et vis-à-vis des insécurités qu'on peut avoir sur l'avenir. J'ai déjà quelques prises de réponse. Thomas Vérin, je sais que vous avez quelques contraintes horaires, mais peut-être que vous pouvez quand même nous donner l'avis. Oui, mais ces questions sont passionnantes. Alors, vous avez la première sur l'éolien. J'ai parlé du fait que dans notre concertation, le thème le plus clivant, c'était la sobriété. Donc, très, très peu loin derrière, on a l'éolien.
Là-dessus, le débat s'est beaucoup clivé au cours des 2-3 dernières années, avec des oppositions très farouches entre anti-éolien, anti-nucléaire, et un débat, des fois, à mon avis, beaucoup trop simpliste sur cette question. Sur l'éolien, effectivement, la problématique générale, c'est que notre système énergétique aujourd'hui, tel que j'ai mentionné, on dépend à 60% des énergies fossiles, et donc elles ne sont pas produites et extraites sur le territoire national. Et pour le reste, pour l'électricité, comme on a un système électrique qui dépend beaucoup des centrales nucléaires, il est très concentré. Donc finalement, ce qu'on voit de notre système énergétique, c'est beaucoup les lignes à haute tension. Et pour le reste, il est peu présent, peu visible. Les scénarios de neutralité carbone sont des scénarios où on produit la totalité ou la quasi-totalité de l'énergie sur le territoire, avec dans tous les cas plus d'énergie renouvelable. Donc en fait, il est plus visible. Nous, on est arrivé à la conclusion que la problématique qui en résultat, elle n'était pas tant de nature environnementale, parce qu'en fait, on peut maîtriser l'impact en matière d'artificialisation, etc., mais elle est bien de nature pacte social. Et après, dans le pacte social, peut-être une des raisons pour lesquelles on a des facteurs de charge plus faibles, c'est que ça va probablement conduire à répartir un petit peu plus les infrastructures et pas à les concentrer uniquement là où il y a les meilleurs gisements de vent. Donc en fait, il y a plein de conséquences qui peuvent en découler, mais vous avez raison sur le fait que l'éolien, c'est une condition, c'est un facteur clivant, et il y a des problématiques de rejet du fait de la proximité des éoliennes, mais ce n'est pas que ça. Il ne faut pas réduire la question au fameux NIMBY. Ce ne sont pas que des riverains qui refusent l'éolien. Il y a des interrogations des fois plus fondamentales, des débats génériques sur la nature du système, qui font que moi, je n'ai pas de boule de cristal et pas de solution toute faite, si ce n'est qu'on va être forcément dans une configuration où il va falloir, au niveau de chaque territoire, essayer de planifier concrètement avec les riverains, avec les pouvoirs publics locaux, avec les collectivités, le déploiement de ces énergies, quelles qu'elles soient, parce qu'on va forcément avoir besoin d'avoir plus d'éolien et plus de solaire, finalement, quels que soient les scénarios. Sur la question du 100% renouvelable ou du haute part en énergie renouvelable, alors oui, bien évidemment, je veux vous rassurer, je dirais que l'essentiel de notre travail, c'est bien de modéliser cette question de la pilotabilité. Un système 100% renouvelable, c'est un défi technique, technologique absolument gigantesque pour le système électrique. Ça nécessite bien évidemment plus d'interconnexion avec nos voisins, ça nécessite plus d'interconnexion avec le système gazier, ça Thierry Salomon en a parlé. Je ne veux pas quand même modérer la nature du défi. On a articulé une feuille de route avec l'Agence internationale de l'énergie. Un système finalement hybride entre production et stockage par batterie, grand stockage. Alors, dans nos scénarios, la solution qui ressort, c'est l'hydrogène. Dans ceux de négawatts, ça peut être du méthane de synthèse. Et finalement, on peut utiliser aussi du biométhane. Non, ce sont différents avatars de la même volonté d'aller chercher des stockages de molécules en complément. C'est un défi technique considérable. Et en fait, j'ai envie de vous dire, pour être légèrement provoquant, que ces systèmes 100% renouvelables sont vraiment technosolutionnistes de ce point de vue-là. Donc là-dessus, pour moi, je ne fais pas de différence entre les systèmes 100% renouvelables et les systèmes renouvelables plus nucléaires. Ils font appel à de la technologie. Sur la question des autres scénarios, alors le fait que je sois en duo avec Thierry Salomon, ça fait qu'on met l'accent sur les scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable, mais si je parle plus des scénarios N avec du nouveau nucléaire, effectivement, le nucléaire vous offre une partie de la pilotabilité. Et vous offre même une partie importante de la pilotabilité, notamment la pilotabilité saisonnière. Donc oui, bien évidemment, ça joue un rôle et ça, entre guillemets, de ce point de vue-là, ça facilite le fonctionnement du système. Et puis, cela dit, encore une fois, je vous renvoie à toutes les études sur lesquelles on s'est astreint à chaque fois à préciser la notion de pointe, etc., et à mettre les stockages nécessaires et la flexibilité de la demande nécessaire pour atteindre le même niveau de sécurité d'approvisionnement. Et puis, il y a la question des déchets. Alors, dans notre étude, il y a 5 indicateurs environnementaux, 5 volets environnementaux. On a chiffré le volume de déchets dans les différents scénarios. Il n'y a pas de doute, là encore, sur le fait que les scénarios avec du nouveau nucléaire nécessitent d'avoir des capacités d'entreposage et des capacités de stockage ultime. Et on l'a pris en compte dans le chiffrage économique des scénarios.
pas d'ailleurs ce qui change fondamentalement la donne, mais on l'a bien pris en compte, et donc cet aspect, ce n'est pas un angle mort de l'étude. Très bien, alors j'ai bien conscience qu'on ne fait qu'esquisser le sujet, mais on aura un deuxième tour de questions à la fin, après la deuxième table ronde, donc j'invite, si vous le pouvez, nos deux intervenants à rester éventuellement à poursuivre la discussion plus tard. En tout cas, merci beaucoup déjà d'être venu vous livrer cet exercice qui n'est pas facile, un samedi après-midi. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous inviter à rester avec nous si vous voulez. On va maintenant passer à la deuxième partie de cet après-midi. Merci à vous.